Bonjour, bonsoir et bienvenue à DCP du ciné et des potes. Votre émission bimensuelle de cinéma. Autour de la table, mon équipe de choc, Fred, Jérém et Julien. Salut. Bonsoir. Ça avance la Fémis? C'est pas de quoi tu parles. Je rappelle que cet épisode est disponible sur toutes les applications de streaming. Il y a 2 semaines, on parlait du biopic de Robbie Williams. Et ben aujourd'hui, on parle du biopic de Bob Dylan. En rattrapage, le dernier Soderbergh. Oui, il y a beaucoup de choses qui sortent finalement. Bah, dites-nous les films. Sing Sing, Ouais. L'hiver à Soksho. Compagnon et je suis toujours là. La patte patrouille. je rigole, j'ai rien du tout. La Fémis. La Fémis. En deuxième partie d'émission, Jérém nous fera les chiffres de Timothée Chalamet. Chalamet. Tellement hâte. De base, ça devait être sur autre chose. Hein, Je sais. Et Fred était bien content quand je lui ai dit que je devais annuler. Hein. Et Fred est bien content aussi parce qu'il termine l'épisode avec le Joker. Et oui. Et Fred, il est aussi très content parce que c'est lui qui ouvre le bal sur les actus. Oh, c'est vrai? Oui. Trop bien. J'ai vu une petite actu qui avait l'air plutôt pas mal, qui parle du prochain film de Harry Aster. On a un titre, ça s'appelle Eddington, et ce sera un western horrifique. Pour l'instant, on a eu quelques idées de casting, enfin des idées qui ont été confirmées. Donc on retrouve Joaquin Phoenix, qui jouera le rôle principal. On a aussi Austin Butler, Emma Stone, Pedro Pascal. Oh, c'est beau ça. Le film, alors ça c'est des rumeurs, mais il y aurait les rumeurs comme quoi le film serait présenté à Cannes. C'est la première fois que Harry Aster viendrait présenter un de ses films. Donc il y aurait une idée un peu comme ça. Et niveau synopsis, ça se passerait donc dans une petite ville un peu du genre western avec un couple qui vivrait des aventures plus qu'étranges, un peu surnaturelles le soir, la nuit. Ok. Voilà. Moi, ma news, ça concerne un vieux réalisateur, Robert Bresson, puisque le 19 février, un de ses films, 4 nuits d'un rêveur, ressort en salle avec une restauration 4K qui a l'air très 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 chouette. C'est l'occasion pour ceux qui n'ont jamais vu du Bresson de s'y tester. Et, c'est une forme de cinéma qui est assez unique. Vous avez vu du Bresson, vous ou pas? Oui. Pickpocket. Histoire de Jeanne d'Arc ou Procès Jeanne d'Arc. Ouais, le procès de Jeanne d'Arc. Procès Jeanne d'Arc et Dernier j'ai jour. vu Lancelot du Lac également. Le dernier jour d'un condamné. C'est vachement bien. Jérém, toi, c'est quoi ta news? Et bah moi, petite news que je viens de voir et qui peut parler à tout le monde, sachez que Warner Bros vient de mettre à disposition une 30aine de films gratuitement sur leur chaîne YouTube, donc la chaîne de YouTube de Warner Bros Entertainment. Vous pouvez tous les retrouver dans une playlist qui s'appelle Full Movies, et donc vous pouvez y retrouver quelques documentaires, mais également des classiques entre guillemets de la Warner, comme Les Révoltés du Bounty avec Marlon Brando, Le Bûcher des Vanités de Brian De Palma, Piège mortel de Sidney Lumet avec Michael Caine et Christopher Reeve, ou encore Mission, Palme d'Or 86. Mais surtout, le film Donjons et Dragons avec Jeremy Irons. Mais non. Sérieux? Oui. Incroyable, JDG en parlait. Mais sachez que vous pouvez choisir, vous pouvez les mater en VO sous-titré, en VF, bref, je sais pas combien de temps ils seront disponibles, donc faites-vous plaisir durant ce temps-là. Et Julien? Hurry Up Tomorrow, 6ème album de The Weeknd, est sorti fin janvier. Mais alors vous allez me dire, bah c'est bien, mais on n'est pas dans des clarinettes et des partitions. Oh, elle est belle. C'était dur à trouver. Non, parce qu'en fait, le film va être adapté au cinéma. Ah non, un album va être adapté au cinéma? Alors, un film éponyme dont l'album va constituer une grande partie de la BO, du coup, va être adapté au cinéma. Et dans ce film-là, donc, qui a le même titre que l'album, Hurry Up Tomorrow, on va retrouver donc The Weeknd, mais on va aussi le retrouver avec Jenna Ortega et Barry Keoghan. Putain, j'ai maté le trailer tout à l'heure, c'est ça il Ouais, est c'est sorti, ça, et ça sort 16 mai. Petite info aussi, c'est le réalisateur de Waves, Trey Edward Schultz, que j'adore et qui a vraiment un délire avec le mouvement dans ses films. Donc vraiment hâte de voir ce film. Et c'est le dernier album de The Weeknd aussi. Et clôt un peu sa est carrière. vachement particulier. Mm. Donc très curieux de voir ce que ça peut donner en film. Ça me rappelle The Wall, donc ça m'intéresse. Cool. Mais en vrai, The Weeknd, j'ai pas trop écouté, mais ce que j'ai entendu, c'est bien. Oui, bah écoute, l'album il commence avec un sample de Thriller, donc c'est vachement sympa. Il est très fan de Michael Jackson. Du coup, c'est vrai qu'il a vraiment les mêmes C'est vrai que c'est accords ou beaucoup de sons qui ressemblent à Michael Jackson. C'est vrai que c'est original d'aimer Michael Jackson. Vous savez, quel autre artiste est original d'aimer? Non? Bob Dylan. Ah oui. Belle transi. Bah oui. Forcément, dans le flux des biopics d'artistes musicaux qui ont aujourd'hui plus de 80 ans, bah, Bob Dylan s'inscrit dedans. C'est fait par James Mangold qui avait déjà fait Walk the Line sur Johnny Cash. Et bah, la question c'est, est-ce que ça renouvelle le cinéma des biopics? Spoiler, non. Ils veulent que je chante Blowing in the Wind jusqu'à la fin de ma putain de vie. J'en connais un paquet qui vont pas aimer. T'as débarqué ici avec rien d'autre qu'une guitare. Tu parles jamais de ta famille, de ton passé. Les gens s'inventent leur passé, Sylvie, ils se rappellent ce qu'ils veulent et ils oublient le reste. Je veux savoir dans quel camp il est. Je suis pas sûr qu'ils veuillent entendre ce que j'ai envie de jouer, Johnny. Moi, je veux l'entendre. New York, début des années 60. Au cœur de l'effervescence suite musicale et culturelle de l'époque. Ah non, je vais pas le faire. Je voulais parler comme Bob Dylan, mais Ah ouais, non, chaud. non, ça le fait mal, là, tu Moi, vois. j'aimais bien. En vrai, Fred, avec un peu de volume, pour avoir la même coupe que Dylan, hein, t'as la même... Je me suis déguisé en Bob Dylan pour aller voir la séance. Non, le truc, c'est qu'il a la même coupe
que Timothée Chalamet, donc Surtout. Voilà, ça tombe bien. Voilà, putain. C'est notre Timothée à nous. Je poursuis vite fait le synopsis. En gros, c'est juste la carrière de Bob Dylan de 61 à 65, c'est-à-dire toute la période folk, la transition vers sa période électrique, c'est-à-dire d'abord il fait du folk et après il a pris une guitare électrique. Et voilà. Tu sens tellement pas convaincu. Ah ouais, non, mais vraiment, là, qu'est-ce qui t'arrive, mec? Bon, non, je trouvais ça plutôt bien. Ah, ok. Lui, par contre, Je déteste, pas le film, le fait que le film soit une putain de fiche Wikipédia. Pas du tout. Je suis pas du tout d'accord. Ah ouais, tellement pas. J'estime... Non mais attends, non. Pour moi, ça ne renouvelle absolument pas le genre du biopic musical. Pour moi, c'est le porte-étendard de ce que ça peut être. C'est vraiment un événement, paf, on passe à autre chose, paf, on passe pas à autre chose, paf, on passe à autre chose. Moi, je sais pas, quand j'ai vu le film, justement, j'avais l'impression que c'était un film qui parlait de Bob Dylan en tant qu'énigme, parce que tu sais pas vraiment, t'arrives pas vraiment à rentrer dans sa tête, à comprendre ce qu'il vit dans le film. Et je trouve que vraiment, le film, tu t'en apprends rien, parce que justement, le but, c'est de voir un mec totalement paumé. il développe Bob Dylan comme ce qu'il a été dans l'industrie musicale, c'est-à-dire une comète incompréhensible. C'est ça. Alors je tiens à dire que peut-être j'ai loupé beaucoup de choses du film, parce que Bob Dylan, c'est un mec qui ne m'intéresse absolument pas. J'ai quasiment rien écouté de ce qu'il a fait, et même le personnage en soi m'intéresse pas. Donc peut-être que je loupe beaucoup de choses, rien qu'avec ce truc-là de base. C'est juste ça en préambule pour toute la critique. Si le film renouvelle pas le biopic comme on a pu le voir, je trouve que si plus de biopics musicaux étaient comme celui-là, ce serait quand même vachement mieux, parce que déjà le film fait le choix de chapitrer, c'est-à-dire donc de base ça adapte le bouquin Dylan Goes on Electric, donc ça parle de ce fameux passage où Dylan va jouer en électrique Au Newport. Et déjà, rien qu'à partir de ça, je trouve qu'on évite justement l'écueil fiche Wikipédia que tu pouvais avoir avec Bohemian Rhapsody, ou comme on en parlait déjà dans l'épisode précédent avec la critique sur Better Man, où Bohemian Rhapsody c'est ultra cyclique, c'est-à-dire que tu as le Live Aids qui est un peu le moment fort du film, mais pourquoi le Live Aids? Parce que c'est Queen. Et que Queen c'est des légendes. Et pourquoi c'est des légendes? Parce que le Live Aid, en fait, t'as jamais d'explication. Alors que là, je trouve que t'as vraiment cette progression de Dylan qui arrive avec sa guitare. D'abord les cafés-concerts, puis le Newport, puis toute son évolution dans l'électrique. Et puis c'est quand même un biopic qui parle vachement de musique. Et ça, c'est cool. Genre, les musiques sont jouées longtemps. On s'intéresse à la musique, à la composition. Et ça, c'est vraiment agréable à voir. Je rebondis sur ce que tu as dit avec d'autres films. Repensons un peu à Napoléon, repensons à Charles Aznavour, qui étaient des biopics, effectivement, qui avaient vraiment ce côté Wikipédia, page Wikipédia. C'est pour ça que Jérém, je comprends pas très bien pourquoi. Je pense que ce film, c'est une page Wikipédia, alors que finalement, oui, c'est juste sur une période donnée de la vie d'un artiste. Alors, oui, c'est sur une période donnée, mais je trouve qu'on se concentre pas assez sur certains événements. Et qu'on passe trop vite. Alors, le film prend son temps, bien, il dure 2h20, donc il prend son temps sur ce qu'il faut. Mais, je sais pas, en fait, moi, il n'y a pas le côté... je trouve que tout est trop facile. Tout est trop facile pour lui, en fait. On a l'impression qu'il galère jamais à écrire. Alors peut-être que oui, il galérait jamais à écrire, tant mieux pour lui. Peut-être il écrivait très bien, etc. C'était le cas en fait. Voilà. Mais en fait, moi, quand je vois ça en tant que dans un film, je suis en mode, ok, le personnage, il va poursuivre sa vie comme il veut. Enfin, même si c'est du coup la réalité, il va poursuivre sa vie comme il veut, mais il y a pas trop de contraintes, quoi. Il écrit super bien. Bon ok, il galère jamais, tant mieux pour lui, quoi. Je pense que tu as intégré des codes de plein de biopics où tu as souvent, généralement, un personnage qui galère au début et qui peu à peu est récompensé pour ses efforts. Je pense que tu as tellement ce truc ancré en toi que de voir un biopic sur un mec qui d'un coup perce, ça te paraît un peu bizarre, quoi. En fait, il n'y a pas vraiment d'enjeu dans le film. Après, C'est peut-être le manque d'enjeu qui m'a manqué. Mais en fait, parce que c'est l'histoire, tu vois. Mais tu regardes de plus près Better Man, bon, il a ses problèmes psychologiques, mais il n'y a pas de vraie péripéties. Tu regardes Bohemian Rhapsody, bon, à part le fait qu'il apprenne qu'il a le sida, il n'y a pas de grosses péripéties. En plus, le film crée des mensonges pour créer des péripéties. Ah oui, ça d'accord. Mais dans Bohemian Rhapsody. Oui, dans Bohemian Rhapsody. Alors que Complete Unknown, justement, il fait le choix de, comme tu dis, pas développer Bob Dylan, parce qu'il n'y a rien à développer sur le personnage, mais par contre sur son influence sur la musique, et en fait sur la reproduction de cette transition musicale, le film le fait très bien en fait. Oui, mais voilà. Mais par contre, ce qu'avait Letterman quand même, même si c'était classique, et qui m'accrochait, c'était quand même sa mise en scène assez délirante, etc. Là, on a l'impression que je fustige Un Parfait Inconnu, alors qu'en vrai, à part ce manque d'enjeu qui m'a manqué, franchement, je trouve le film correct. Je trouve le montage dingue. J'adore. Il y a une scène en particulier qui m'a marqué, c'est la scène où il est dans la rue et qui traverse et qui va récupérer sa moto. Et en fait, t'entends plein de sons qui traversent, vu qu'il est dans la rue, et t'as plein de sons qui passent, etc. Et là, alors je connais pas grand chose de Bob Dylan, mais je sais qu'il s'est inspiré de pas mal de trucs et que parfois, il y avait dans certaines périodes, il s'inspirait plus de choses que d'autres. Et donc, du coup, dans le fait de choper ces sons-là, à différents endroits, là, je trouvais que c'était intéressant dans le sens où je me dis, ah oui, il s'inspirera plus tard de ça, etc., etc. Donc,
il y avait quelques moments où je trouvais que le film avait des fulgurances comme ça. Voilà, je pense que le manque d'enjeu et mon manque d'intérêt profond pour Bob Dylan, je pense, m'ont fait désapprécier le film et me ne font pas apprécier à sa juste valeur. Mais comme le disait Julien, c'est un film qui a énormément de musique, qui vraiment met la musique au centre, et ça c'est hyper jouissif de voir un film et de kiffer les sons. Moi j'ai adoré, donc on va y venir je pense, on va parler de Timothée Chalamet. Le mec s'est vraiment réapproprié Bob Dylan, il y a ajouté un peu de sa personne à lui, parce que Timothée Chalamet on le connaît comme ça en fait, comme un petit gars un peu qui montre pas ses émotions. Moi je pense beaucoup au Timothée Chalamet de Call Me By Your Name, et je trouve qu'il y a un peu un mélange des deux, c'est-à-dire qu'on a un Bob Dylan, un petit peu de Timothée Chalamet, et ça marche quoi. C'est le Timothée Chalamet de Call Me, mais avec un peu plus de nonchalance et de renvoyer chez le monde. Mais moi je le trouvais super bien, et je me suis fait de la réflexion en sortant du film, c'est que je préfère les chansons de Bob Dylan chantées par Timothée Chalamet. Mais moi j'ai écouté l'album chanté par Timothée Chalamet, c'est incroyable comment il a pu un peu se rapprocher de Bob Dylan. Il a refait l'album complet? Bah il y a la BO, excuse-moi, du film, où t'as oui. donc t'as des sons qui sont vraiment chantés par lui. Pour le coup, moi je suis vraiment époustouflé par ça. Vraiment, je crois qu'il a mis 5 ans pour se préparer à ce rôle. Non, puis moi j'ai bien aimé le fait de voir vraiment les acteurs, au niveau des doigts, tu les vois jouer, quoi. Tu vois, ils font pas semblant. Quand Timothée Chalamet il te sort la gratte, et pareil pour Edward Norton, il joue. Ouais. Et c'est cool. Il a vraiment réussi à se réapproprier Bob Dylan, et ça, je trouve ça vraiment la incroyable. performance c'est ouf. Après, j'avoue que j'ai commencé la critique peut-être en étant trop assassin. Non. Mais non, faut pas croire. Je ne trouve pas que le film est extrêmement mauvais. Je pense que c'est juste la narration du film qui m'a fait dire que voilà, le manque d'enjeu, etc., qui fait que je l'ai pas apprécié, je pense. Après, c'est pas une révolution du tout. Il est très formaté pour les Oscars. C'est un gros film de performance, un film qui est propre dans sa mise en scène, mais ça fonctionne très bien. C'est scolaire, mais efficace. Après, il y a là, depuis tout à l'heure, on parle de la transition électrique, on parle du rapport à la musique, mais il y a un truc quand même qui prend beaucoup de place dans le film et qui fait très biopic scolaire et chiant. Les relations. Les romances, je trouve qu'elles apportent pas grand-chose au film. Après, c'est vrai que ça fait partie de l'histoire de Bob Dylan, sa relation avec Joan Baez, mais... Bref, next. Non, mais sérieusement, vous trouvez... Genre, là, vous avez rien à dire sur les romances dans le film, parce qu'en fait, on s'en bat les couilles. Non, c'est vrai que c'est... Moi, j'ai beaucoup aimé sa première partenaire, donc celle qui est pas du tout dans la carrière musicale, de la voir aimer un homme qui peu à peu, en fait, s'échappe et qui perd le contrôle sur son image, en fait, tu vois. Oui, mais sans jamais le connaître. C'est assez touchant et c'est assez tragique. Non, j'aimais bien l'idée que finalement, est-ce qu'il y a vraiment des personnes qui ont réussi à le connaître, quoi, à le comprendre comme il était. Après, est-ce que c'est pas un mec qui se crée une certaine aura, ouais. Ouais, bon après, on va pas empiéter sur mon avis de Bob Dylan, moi c'est juste que ça me parle pas comme... Mais là du coup t'as quand même réussi à bien aimer, à apprécier le film. Bah oui, moi j'aime bien le film, et je me suis réécouté quelques albums de Bob Dylan, bon, la sauce prend pas, mais je respecte. Puis surtout, en fait, genre, historiquement, dans l'histoire du rock, fallait qu'il y en ait un, comme lui, qui débarque et qui tape dans la fourmilière, quoi, du folk. Et bon, c'est tombé sur un mec de son calibre. Après, c'est merci cool, à la folk. Oui. On s'emmerde un peu quand même. Moi j'ai adoré les musiques folk. Non, mais je les aime bien, tu vois, mais moi, je suis désolé, l'album du Free Willin', passer 6 ou 7 morceaux, j'en ai marre, moi. Mais du coup, la scène du Newport 65, j'allais y venir, ouais. j'adorais ce que ça donnait niveau montage, niveau énergie, c'était... C'est fou de terminer sur un film une scène où il se fait huer par tout le monde, et toi être à fond dans la musique. C'est la réalité. J'ai adoré cette musique. C'est dire le coup de poing que ça a été pour le public. Mais c'est marrant parce que du coup, le passage folk à l'électrique, c'est peut-être comme moi ce que j'écoute, mon rock Pink Floyd est passé tout de suite à du métal bien hardcore, quoi. C'est ce genre de transition-là abrupte auquel les gens ont fait face. Et c'est rigolo. Non, mais paradoxalement, ça m'a quand même donné envie de mater Walk the Line. Malgré que potentiellement, malgré le fait que potentiellement ça ressemble à peu près à ça, mais avec Johnny Cash. Mais après, c'est pas le premier biopic sur Dylan, il y en avait eu un autre dans les années 2000. Mais le film de Todd Haynes, là, tu parles. Et voilà, celui-là m'intéresse vachement plus maintenant. Maintenant que j'ai vu. Du coup, t'as plusieurs acteurs qui jouent Bob Dylan sur différentes périodes. Il y a pas Heath Ledger dedans d'ailleurs. Potentiellement, mais. Comment il s'appelle ce film? Je sais pas. C'est Todd Haynes qui l'a. Todd Haynes. Ouais, c'est Todd Haynes. Je vais vous trouver ça. I'm not there. I'm not there. Alors, il y avait qui dedans? Je crois qu'il y a Tilda Swinton, il y a. Kate Blanchett, Heath Ledger. Heath Ledger. Il y a même Bob Dylan. Mais ça, si tu veux effectivement un film un peu plus à concept comme Better Man, peut-être voir I'm not there. Parce que. Mais bon.
Il n'empêche que c'est toujours là, Bob Dylan, je m'en fous un peu, quoi. J'ai adoré, ça m'a vraiment envie de découvrir sa musique, mais effectivement, comme le disait Owen, j'aime tellement Timothée Chalamet que T'étais peut-être que biaisé. j'ai encore plus kiffé le film grâce à lui en fait. Tu Mais est-ce que t'as déjà écouté juste Like a Rolling Stone? vois. Ouais, je l'ai écouté du coup après, j'ai écouté ses albums à Et Bob Dylan. t'as entendu comment il chante, quoi. Ouais, Like a Rolling Stone. Once upon a time, you danced so fine. Thank you. C'est une, How does it feel? c'est une gouaille quoi dans ça. C'est une voix très, c'est de la gouaille quoi ça. Mais ça marche, il a J'ai un raton laveur dans la gorge. Oh, il y en a qui vont être contents. Excusez-moi. Il y en a qui vont être contents d'entendre ça. Mais non, mais j'arrête pas de trigger une pote depuis genre 2 semaines en faisant semblant de chanter comme Bob Dylan. Mais en fait, je connais que les 2 premiers vers de Like a Rolling Stone, tu vois. Héloïse. Oui, on peut citer Héloïse, elle est Bah déjà oui. apparue Ah oui, dans déjà notre venue. émission. Hein. Bah oui, ça aurait été marrant qu'elle soit là. Once upon a time. Oh, le forceur, quoi. Bah ouais, ça me fait marrer. Non, par contre, oui, le montage, j'assènerais que le montage est quand même d'une qualité assez remarquable, comme dans tous les films de Mangold, en fait, finalement, je trouve. Donc là, au moins, j'avais la technique pour me raccrocher à quelque chose quand même, quoi. Et du coup, je suis hyper curieux de voir si le film va remporter des prix. Bah Chalamet pour l'interprétation, je serais pas étonné. Ce Hein. serait ouf, ce serait son Ouais, truc. Il y a peut-être beaucoup de compétitions quand même en face. Hein. Peut-être Ouais. pas non plus les Oscars, hein, mais oui, il va toucher un je bon sais pas. Moi, Meilleur je- montage, moi, je trouverais pas ça déconnant, tu vois. Enfin, Il y a quoi d'autre face au meilleur montage? je sais plus, mais mais je trouvais acteur. pas ça. Non, je veux dire, il y déconnant. a quoi d'autre? Quels autres films dans le montage? Je sais plus, mais je trouvais De toute pas façon, ça on déconnant. en parlera tu vois. dans peut-être une émission. Voilà. Dans un petit hors-série sur les Oscars. On a fait le tour. Ouais, c'était rapide mais efficace. Ouais. Bah, en tout Comme cas, le c'est- film. Ouais, Classique, efficace, c'est ça. En tout cas, bon, en vrai, intéressant. entre le biopic sur Bob Dylan et le biopic sur Robbie Williams, je pense que la question, elle est vite répondue. Ah, moi, pour le coup, j'ai pas encore vu Better Man, mais. Après Better Man, il casse vraiment les codes pour le coup ça. Ça y est, tu l'as vu, toi? Oui, je l'ai vu et alors autant c'est pas un coup de cœur comme toi, mais autant je suis d'accord pour dire que c'est vraiment très très bien. Hein. Cool. Et moi qui aime pas le numérique, enfin qui suis pas un grand fan de numérique, c'était quand même vachement kiffant à voir. Alors qu'un parfait inconnu, c'est filmé en pellicule. Ah bon? Oui. Sûr? Oui, oui. Moi j'aime bien la photographie du film. Pour le coup. Mais oui. Donc, Imparfait Inconnu, c'est un budget de 70 millions de dollars pour un box-office mondial actuellement à 88 millions, dont 67,3 aux États-Unis. Et pour la première semaine en France, qui était celle du 29 janvier au 4 février, il a fait 308 895 entrées. C'était le premier des nouvelles sorties de la semaine. En vrai, aux States, ça va faire un carton. Bob Dylan, c'est une légende chez eux. Alors que Robbie Williams, personne n'en a rien à foutre aux États-Unis. D'ailleurs, petite anecdote, Paramount ne diffuse plus les chiffres que Better Man fait aux States tellement ils ont honte. On a beaucoup de films en rattrapage. Alors, il y a Je suis toujours là, Compagnon, Hiver à Soxo, Soksho. Sing Sing et Présence. Je propose qu'on va commencer par toi. Entre Hiver à Soxo et Sing Sing, tu veux parler de... Je peux faire les deux. de toute Oui, façon. mais en premier. Bon, on va commencer avec Hiver à Soksho. Allez. Un peu plus ancien, il est sorti début janvier. Koya Kamura, premier film, premier long métrage du réalisateur, et c'est adapté du roman d'Elisa Shoa du Sapin. Et alors, qu'est-ce que ça raconte Hiver à Soksho C'est l'histoire d'une rencontre en fait entre un dessinateur exilé qui s'exile en fait en Corée pour écrire son nouvel album et une coréenne dont je n'ai plus le nom du personnage car je ne l'ai pas noté. Je sais qu'elle est jouée par Bella Kim. Soua, voilà, merci, incarnée par Bella Kim. Et donc le français incarné par Roche Dizem. Et en gros, le film, en gros, c'est que le personnage de Sua, c'est ça, oui, le personnage de Sua, en fait, a un père français qu'elle n'a jamais connu. Et cette rencontre en fait avec Roche Dizem, ça va lui rappeler justement les souvenirs de ce père inconnu et ça va révéler, ça va être tout un film en fait sur la question de l'identité, le rapport à une paternité perdue et aussi le rapport en fait entre la Corée et la France. Donc le film fait beaucoup en fait de grands plans en fait sur ce qu'est la culture coréenne, que ce soit ses paysages. Donc en fait Soksho, c'est vraiment la ville qui est à la frontière de la Corée du Nord. Donc il est aussi question de la frontière avec la Corée du Nord et tu as vraiment tous ces paysages montagneux, tu as tous ces paysages aussi d'immeubles en fait qui ont vraiment ce côté très en cascade dans la composition d'images et qui ramène vraiment en fait à la personnalité des deux personnages, c'est-à-dire des personnages très exilés et très solitaires sur eux-mêmes qui sont toujours en quête d'identité. C'est vraiment très bien puisqu'en plus de ça, le film intègre les éléments du dessin à même le film. Donc d'un côté, on va voir les dessins faits par Roche Dizem, donc qui sont vraiment des dessins d'estampes, et en plus de ça, le film en fait ajoute de l'animation. On a vraiment des séquences animées en fait, et c'est vraiment beau. Ouais, il y a vraiment des plans d'effets sur les miroirs, notamment toute une séquence avec un miroir où le personnage dessus en fait dessine à la peinture sur un miroir où ça se décompose, t'as des effets de reflets. Je trouve qu'en termes de mise en scène c'est super bien et le film est un peu passé à la trappe je trouve, et même du côté critique le film est assez jugé comme juste une sorte de panorama exotique de la Corée. Je trouve que c'est un peu plus que ça, donc je conseille vivement. Film que tu allé voir au pif en plus? Oui, parce que c'était une véritable épopée pour voir ce film.
Tu voulais aller voir quoi de Je vais base aller voir Wicked à 17h50 au Hall, sauf que la séance était complète à 17h. Donc du coup, je me suis dit, on va aller voir Nosferatu à 19h, sauf qu'arrivé à 18h45 au Hall, c'était aussi complet. Donc je suis allé au MK2 Beaubourg pour aller voir 20 Dieux, qui était 30 minutes plus tard, sauf qu'arrivé, c'était les 2 dernières places qui avaient été vendues juste après moi. Du coup, je me suis retrouvé à l'UGC Gobelin pour voir Hiver à Sochaux à 20h. C'est génial, en fait, le film t'a appelé. Ouais, c'est pour ça que j'ai trouvé ça trop bien. Toi, Jérém, t'es allé voir... Plusieurs choses, mais allez, je commence par Je suis toujours là parce que c'est plus ancien. Film brésilien dont on risque de parler pour le hors-série des Oscars puisqu'il est nommé pas mal de fois. Il rejoint la liste des films où je trouve que la performance de l'actrice principale est plus intéressante que le film en lui-même. Voilà, parce que alors certes c'est très bien mené, franchement le film dure 2h15 et tu les vois pas passer. Je trouve que ça parle d'une histoire politique assez classique qui se passe durant du coup les années 70 au Brésil, où t'avais un peu une dictature militaire au Brésil dans les années 70. Donc ça parle d'un politique qui se fait capturer et donc on sait pas trop ce qu'il devient et sa famille cherche à savoir ce qu'il devient et ça suit. En fait, je pensais que le film ne se déroulait que dans les années 70, mais très léger spoiler, ça se passe pas que dans les années 70. Et du coup, c'est aussi un truc sur l'héritage, qu'est-ce que tu laisses, etc. Surtout sur la fin, c'est pour ça que le titre « Je suis toujours là » a plusieurs significations pour moi, je les révélerai pas pour éviter de trop spoil, mais donc voilà, c'est très prenant comme film, tu t'embêtes pas, en plus ça fait du bien de voir un peu autre chose que du cinéma américain ou français, d'entendre un peu de portugais, ça fait pas de mal. Voilà, c'est très correct et ça démérite pas ses nominations aux Oscars non plus. On a beaucoup vendu les extraits en pellicule, tu sais, les archives un peu familiales, dans Ouais, le film il y a y a un de peu ça. des moments comme ça, non? Ouais, il y a de ça, ça peut être très intéressant justement si t'apprécies tout ce qui est changement de style d'image et d'un seul coup oui t'as ces images littéralement familiales en fait, et t'as pas que au Brésil, à chaque fois j'ai envie de trop en révéler mais il faut pas, mais oui tu sens que la famille elle a un rapport particulier aux images aussi également, donc que ce soit du coup les photos ou les films. Des films Super 8, voilà, c'est ça, Voilà. parce qu'il y a tellement de films qui utilisent cette esthétique des films Super 8, il y a aussi un truc très nostalgique dans ces films-là, donc... Ouais, non, c'est à la fois nostalgique, mais à la fois très sur l'héritage aussi. Donc, ancré dans le présent. Ancré, ouais, c'est ça. Donc franchement, c'est très très bien. En vrai, c'est très bien. Eh ben, je renvoie la parole à Julien pour qu'il nous parle du deuxième film. Sing Sing de Greg Quedar, film qui est sorti en 2023 déjà. Ah ouais, t'es sûr ? Toronto, il avait été présenté la d'accord. première fois à Toronto. Il était présenté à la sélection de Deauville en septembre. C'est septembre Deauville, il me semble. Oui. Septembre 2024. Et nommé aussi pour les Oscars. Sing Sing. C'est ça. Voilà. C'est super intéressant. En fait, le principe de ce film, c'est qu'on est dans la prison de Sing Sing et on va suivre le processus de réhabilitation par le théâtre. Donc ce sont des détenus qui, pour se réinsérer, en fait, font du théâtre. Sauf que il n'y a pas d'acteurs professionnels. À l'exception Colman Domingo, voilà. L'exception de Colman Domingo et Paul Rassi, ce sont des prisonniers qui jouent leur propre rôle. Ça parle de l'histoire vraie de John Divine Whitefield, donc c'est lui que joue Colman Domingo. Et en fait, c'est un homme qui a été emprisonné, qui a fait 10 ans de prison, qui a fait d'une dizaine d'années de prison et qui justement a créé ce programme-là. Et en gros, tu as cette approche ultra réaliste entre documentaire et fiction et en fait quelque chose vraiment de la mise en abîme, puisqu'en fait tu suis des acteurs non professionnels, donc des prisonniers, mais qui, parce qu'ils ont fait cette formation de théâtre, ont donc des talents d'acteurs que tu regardes jouer dans un film. Et je trouve qu'à partir de là, ça devient super intéressant. Notamment que c'est qu'à la fin qu'on te dit tout ça. C'est-à-dire que tu vois que tu as une approche documentaire dans le film. Notamment, je pense que tu as toute une séquence d'audition où il y a une audition. En fait, tu te dirais que tu es dans un documentaire qui suit un processus de réhabilitation en prison. Tu y croirais totalement. Notamment parce que l'un des scénaristes du film, qui est aussi acteur dans ce film-là, est sorti de prison grâce à ce processus de réhabilitation. Donc il y a tout un propos extrêmement intéressant. Et en termes de mise en scène, c'est super génial parce que déjà c'est filmé à la pellicule et la photographie est super belle. Et il y a tout un travail de symétrie, notamment je pense sur les portes et les cellules de prison, donc qui te renvoient vraiment au cloisonnement. Et à l'inverse, quand ils sont sur toutes les scènes de théâtre, les caméras sont super libres. Tu as du travelling, tu as beaucoup de caméras à l'épaule. Donc ça fait vraiment ressortir toute la liberté que peut donner le théâtre à ses détenus. Et c'est vraiment super cool du coup. Ouais, tu m'as vraiment donné envie de le voir parce que j'étais un peu en mode un peu forcé de le voir pour les Oscars, mais j'étais pas très emballé. Si vous aimez le cinéma indépendant américain, vraiment tout ce qui se passe à Deauville en fait,
C'est Non, trop parce bien. que le trailer me donnait pas envie, mais Ah, toi, non, tu me donnes envie. Je t'avoue que c'est une très très grosse surprise. Ok, Voilà. tu me donnes envie. Est-ce que tu vas me donner envie de voir Compagnon? Non. Oh C'était tellement sec, mais... Donc oui, j'ai été voir Compagnon, donc nouveau film des créateurs de Barbare, c'est dans la bande-annonce. J'ai pas vu le film, donc je sais pas ce que ça vaut. Et vu la bande-annonce, je m'attendais à une comédie un peu horrifique. Enfin, ouais, comédie horrifique. Bah, le but d'une comédie horrifique, c'est que c'est censé être drôle, quoi. C'était pas drôle. Non. C'était horrifique au moins. Bah non, donc du coup je sais pas quoi penser de ce film parce que franchement les moments où je suis censé avoir peur j'ai pas peur, les moments où je suis censé rire je ris pas. Est-ce que quand tu dois avoir peur tu rigoles et peut-être quand tu dois rigoler t'as eu peur? Ouais les blagues étaient cringe hein. Non mais en vrai bon pour ceux qui connaissent pas et qui ont rien vu de ce film en gros c'est des couples qui partent dans une cabane au fond des bois pour le week-end et en fait bah, tu te rends compte que bah, l'une des copines bah, en fait c'est un robot que le mec gère avec son appli de portable et bah oh là là il va se passer des trucs bah elle va prendre totalement le contrôle et pleine possession de ses moyens et s'ensuit ce qui s'ensuit. Donc vu la bande-annonce, je me suis dit ça peut être marrant de traiter un peu ça, surtout que bah du coup maintenant avec l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de choses on sait que ça va très vite, etc. Ça peut peut-être être un peu avant-gardiste. Ouais, j'en ai trop attendu, je crois, hein, parce que vraiment. Comédie conne, quoi. C'est une comédie un peu conne, ouais. Même en fait, ce qui est censé faire peur ou un peu, même il essaye de faire un peu de trucs un peu sanguinolents. Mais même ça me dégoûte, ça m'a pas dégoûté, ça m'a pas, tu vois, enfin, Okay. voilà quoi. C'était pas assez outrancier peut-être dans Peut-être dans pas l'horreur. assez outrancier dans l'horreur, voilà, pour que d'un autre côté j'ai envie de rigoler, tu vois, parce que peut-être si ils avaient poussé les potards à fond sur les trucs grandiloquents et grandignolesques dans le côté horreur, peut-être que du coup à l'inverse les vannes auraient beaucoup mieux fonctionné. Donc il y a quoi comme comédie horrifique à part Scary Movie qui vous... Sur de Shaun la of the parodie, Dead, pour la moi, parodie. Ouais, ou même juste de la comédie un peu horrifique, il y aurait quoi comme film dans Alors, le genre? juste, je cherchais depuis tout à l'heure, en fait ça me fait penser à une vidéo de Cyrus North. J'ai acheté un robot sexuel à 11 000 euros. oui, Je me demande si il a fait la vidéo pour passer ça en frais de société, bien sûr. Ouais. Je me demandais si c'était pas une adaptation de cette vidéo YouTube en fait. Depuis tout à l'heure j'étais en train de chercher, je me disais... Non, en comédie, t'as plein de trucs. Bah, les frères Wayans, quand ils ont été virés de Scary Movie, ils ont fait d'autres projets un peu plus dans ce délire-là. Ghostbusters. Voilà, exactement. Où t'avais, je me rappelle plus, je crois que c'était Nightmare House, où t'avais un des frères Wayans qui parodiait un peu Paranormal Activity. C'était du grand n'importe quoi, mais vraiment. Bah t'avais ça aussi avec Norman. Oh putain! Après, en termes de comédie horrifique, je sais qu'il y a du coup le Radio Silence qui est beaucoup là-dessus, donc c'est ceux qui ont fait les Scream 5 et 6. Mais avant ça, ils avaient fait Wedding Nightmare en VO, mais je crois que c'était Ready or Not en VF. Merci les traducteurs. Bah, en vrai, Shaun of the Dead en soi, c'est une Oui, comédie je l'ai dit horrifique. tout à l'heure. Oui, bien vu. Plein de trucs de zombies, en fait, ils ont beaucoup pris le zombie comme quelque chose de comique. Evil Dead. Voilà. Ah bah, ou même Zombieland, d'une certaine Voilà, manière. D'une certaine manière. Exactement. Donc oui, il y a pas mal de trucs. Ou des comédies romantiques, des comédies musicales horrifiques. Enfin, tu vois. Oula. Comme. Pourquoi tu parles de Joker 2 là? Non, moi je pensais plutôt à Sweeney Todd ou The Voices ou des trucs un peu. Tu vois. Oui, ok. Bon, du coup, ça n'atteint absolument pas ce genre Voilà, de film. non, vraiment, le film, bon bah voilà. Il n'y a pas grand chose à dire dessus quoi. À la place, on nous a conseillé plein d'autres films à regarder. Voilà. Peut-être qu'on va conseiller le film suivant, c'est le dernier Soderbergh, Voilà. qui s'appelle Présence, qui se vend un peu comme un film horrifique, mais pas tant que ça. C'est un film, en fait, tout le film est filmé en point de vue d'un esprit qui hante une maison. Et donc, c'est ça le dispositif du film. Et à un moment donné, quand tu l'as compris, bah il y a plus grand chose qui se passe quoi. Ah merde. Parce que moi, C'est un peu dommage parce que le film se repose uniquement sur ce dispositif-là, mais pour moi, il en pareil, il en fait pas assez. Enfin, une fois que t'as compris comment il fonctionnait le dispositif, bah il essaye pas de te challenger le truc en fait. Bah en fait, c'est genre Soderbergh, soit il te fait des grosses prods, soit il te fait des trucs un petit peu osés, style Paranoia, tu vois. Et bah des fois, le dispositif est bien mené. Là, c'est un peu gentillet. C'est-à-dire, en fait, imaginons, nous sommes tous les quatre assis autour d'une table. L'esprit est là. Il nous regarde en nous surplombant. Et dès que moi, je me mets à parler, l'esprit me regarde. Puis après, Jérém se met à parler. Bah, l'esprit se déplace et regarde Jérém. Puis si Julien... Et en fait, genre... L'esprit, c'est le meilleur caméraman du monde. Ouais, c'est un chef-op en Ouais, fait. non, mais il suit attentivement tout ce qui se dit. Et en fait, genre, il n'y a pas Ah vraiment oui, de il jeu fait des putains de plans. Hein. Il n'y a pas vraiment de jeu de hors-champ, ni de
perspective trop élaborée. En fait, c'est assez plat en matière Qu'est-ce que ça en dit sur le voyeurisme? Parce que j'ai l'impression que le sujet du film, c'est de parler de ça, au cinéma, le voyeurisme. Alors, il y a certaines choses où je suis en mode, je suis pas censé les voir, ça me gêne un peu, j'avoue que. Tu vois, voilà, c'est peut-être te mettre dans une position qui est un peu. Il y a certaines séquences du film où j'étais un peu dans ce côté où, je suis pas censé voir ça me dérange un peu. En fait, le film en profite pour parler de tout ce qui est fracture de jeunesse avec le harcèlement sur les réseaux sociaux. Vraiment, il y a une fracture au niveau de la famille aussi, parce qu'il y a un fils qui est clairement plus aimé par la mère, et la fille qui a des problèmes de psy avec sa meilleure amie qui est morte. Et la mère l'a clairement abandonné. Mais aussi vachement plus aimé par le père, du coup, la fille. Ouais, donc, enfin, vraiment, limite, t'oublies qu'il y a un esprit, et t'es plus en mode, oh là là, j'espère que cette famille va se reconstruire, parce que bordel, c'est le bordel. Mais je pense que oui, effectivement, le dispositif, ça amène à réfléchir au voyeurisme au cinéma. Il y a tellement de films qui font ça. Moi, je vais pas revenir sur mon mémoire, mais tu vois, quand j'avais étudié les films à écran, des sortes de films d'horreur qui se passent sur des conversations Skype, ça implique encore plus le spectateur dans le film. Donc peut-être que là, dans Présence, il y a un peu cette idée-là. Après, t'as pas trop le temps de t'ennuyer. Ça dure 1h25. Voilà. C'est bien mené. Mais puis il y a un petit jumpscare à la fin, moi, qui m'a pris. Mais après, c'est... Voilà, tu l'as vu, tu l'as oublié. C'est pas du calibre d'un Paranoia, par exemple. Okay. Qui là, pour le coup, moi, j'ai vraiment kiffé Paranoia de Soderbergh. Et là, Phone Booth, parlons-en aussi, qui est génial. J'ai pas vu. Avec Colin... celui-là, si. Fun Game. Fun Game. Ouais. Ah ouais, ça, c'était quelque chose aussi. C'était incroyable. Ouais, par Schumacher. Ah, c'est Schumacher, putain, excuse-moi. Joel Schumacher. Il a fait quoi d'autre, Soderbergh? Batman et Robin. Allez. C'est lui qui a fait des Ocean's 11, non? Alors Soderbergh, oui. Soderbergh a fait les Oceans. Ouais, non, mais je revenais sur le réel de Présence. Et Fun Game a fait... c'est Joel Schumacher. Mais ouais, Soderbergh, il a fait ça. Il a fait beaucoup de choses, Soderbergh, surtout. Il a fait l'anglais, il a fait Contagion, il a fait... Sexe, mensonge et vidéo. Voilà, c'est son premier gros succès. Le mec, c'est son premier film, surtout. Ouais, c'est son premier film. Palme d'or. Ouais, ça c'est fou quand même d'arriver de faire un film, Palme d'or. Trafic. Oui. Que j'ai pas eu, mais du coup, avec ce film-là, est-ce que vous pensez pas qu'il essaie de retourner vers un cinéma un peu expérimental? En fait, Soderbergh, ces dernières années, c'est ça. Okay. Il expérimente beaucoup, il sort 1 à 2 films par an, et après, tu les vois, tant mieux, tu les vois pas, des fois, t'as loupé peut-être quelque chose, mais... Après, c'est quand même impressionnant, tu vois, de voir un film qui se passe uniquement dans une pièce, qui est bien mené, voilà, il y a pas... Dans une maison, une pièce, Ouais, dans une maison. Bon, voilà, tu vas vite l'oublier, mais tu respectes quand même la démarche, et tu dis, ouais, tout le monde peut faire ça, pourquoi je le ferais pas, tu vois. Donc voilà, Erin Brockovich aussi, il l'a fait. Oui, c'est vrai. Oui. Non, il a fait masse de films, donc non, c'est... Ouais, non, mais c'est surtout dans ces dernières années, Magic Mike, ce que je veux dire. C'est lui. J'adore. Putain, Magic Mike, le dernier aussi, c'est lui qui l'a fait. Il a fait 2 sur les 3. Donc ah putain, les Che aussi, c'est lui qui a fait Che avec Benicio del Toro. Mais c'est incroyable. Vachement de choses en fait. Non mais attends, moi, sa carrière. Regarde ces dernières années ce qu'il a fait, parce que je crois que c'est beaucoup de films à dispositif comme ça, où il essaye d'expérimenter un peu... ce qu'il peut faire et les différents moyens qui sont mis en œuvre pour pouvoir faire des films. Le 12 mars, il va sortir un nouveau film en France. Oui, voilà, et ce que j'allais dire, il va sortir un nouveau film après. Mais ça a l'air d'être gros casting. C'est le film avec Michael Fassbender. C'est ça. Moi, je pensais que c'était de ce film-là que vous alliez parler en fait au début. Bah non, parce qu'il en sort un, mais c'est le mois prochain. Il sort un film à 1 mois d'intervalle. Son précédent film, c'était le 2e ou le 3e Magic Mike. Avant ça, avant ça, Kimi. Je ne sais pas. Oui, pareil, ça c'est un truc sur l'intelligence artificielle, donc il a essayé de... L'histoire est en gros une meuf qui a une intelligence artificielle qui rythme sa vie. Et donc, mais c'est marrant parce qu'il a fait pas mal de films précédemment qui, soit ils sont pas passés en France, soit... Putain, il en a fait un, c'est Meryl Streep, Gary Oldman et Anthony Banderas, The Laundromat. Ça c'est sorti sur Netflix, ça. Jamais entendu parler. Si, c'était sur l'affaire Panama Papers, je m'en souviens, je l'ai vu, mais... Ok. Mais Paranoia m'a plus marqué alors qu'il est sorti plus tôt. Paranoia, c'était il y a 2018, ça va faire 7 ans. Soit. En tout cas, Soderbergh, ça défonce. Mais bon, Présence, ça défonce moins. Vous savez ce qui défonce? La coke. Et les chiffres de Timothée Chalamet. Non, parce que tu as oublié un film. God Save the Tuche. Non. Si. Qui l'a vu? Jérémy et moi. Quoi? Ouais. Quoi? Ah, c'est une surprise! On t'a caché ça depuis le début. Non! On a fait ça en soum-soum. Non! Non, sérieux? Bah oui! Et vous avez pas honte? Non. Quoi? C'était génial alors? Bouffe, quel putain de réal quand même. Putain. La Non, surprise, le panoramique. Ah non, vous l'avez pas vu. Absolument pas. Absolument. Mais juste ta réaction était tellement magnifique. On voulait juste la faire pour voir ta réaction. J'ai vraiment cru que vous l'aviez vu sans me prévenir, juste pour me troll, tu vois. Mais oui, non mais le but c'était ça, c'est de pas prévenir du tout et de voir ta réaction sur l'instant T. Vous l'avez pas vu. On l'a pas vu. Non, on l'a pas vu. Par contre, ce que l'on va Parce voir... que je pense que vous auriez pas tiré la même tronche si vous l'aviez vu. Mais ce que l'on va voir, c'est les chiffres de Jérémy sur Timothée Chalamet.
Initialement, j'avais prévu de faire un jeu sur les biopics ou films musicaux, mais n'ayant pas trouvé les chiffres précis que je souhaitais, j'ai finalement décidé de traiter les chiffres de Timothée Chalamet, comme demandé par Fred. Et je dis bien demandé. Hein. Oui. Ordonné. Ordonné. Ou à la limite ordonné, ouais. Petit rappel d'usage, les chiffres du box-office ne prennent pas en compte Un Parfait Inconnu qui vient juste de sortir, et j'ai inclus tous les films dans lesquels il a joué, qu'il s'agisse d'un rôle principal ou d'une simple apparition, ainsi que le film d'animation dans lequel il a prêté sa voix. Commençons. Timothée Chalamet, c'est 16 ans de carrière depuis son premier rôle dans un épisode de New York Police Judiciaire datant de 2009. Si vous voulez savoir, et si vous êtes curieux, c'est de l'épisode 10 de la saison 19. C'est 23 films à son actif en comptant Un Parfait Inconnu. 20, c'est le nombre de réalisateurs différents avec lesquels Chalamet a travaillé. Il a travaillé 2 fois avec 3 réalisateurs, Denis Villeneuve pour les 2 parties de Dune, Luca Guadagnino pour Call Me By Your Name et Bones and All, et enfin une réalisatrice, Greta Gerwig, puisqu'il est à l'affiche de Lady Bird et de Les Filles du Dr Marsh. On peut noter qu'il a joué avec des réalisateurs reconnus tels que les 3 cités précédemment, mais également Wes Anderson, Jason Reitman ou encore Christopher Nolan. Ensuite, si on prend les notes IMDb, son film le mieux noté c'est Interstellar avec 8,7 sur 10, en effet, un des films les mieux notés d'IMDb, et à contrario, son film le moins bien noté c'est Worst Friends, le deuxième film dans lequel il a joué avec 4,4 sur 10. Timothée Chalamet a joué dans des films notés en moyenne 6,9 sur 10, ce qui est plutôt pas mal, il est pas loin de 7, donc c'est des très bons choix de carrière de sa part. Parlons box-office maintenant, et surtout box-office américain, puisque au niveau américain, il a engrangé pas loin de 1,1 milliard de dollars de recettes, avec comme plus gros succès Dune partie 2, et il a joué dans 5 films ayant dépassé 100 millions de dollars de recettes aux États-Unis, dont 3 les 200 millions. Niveau mondial, c'est pas Dune partie 2, mais bien Interstellar qui a engrangé le plus de recettes avec 750 millions, et tout comme le box-office US, il a donc joué dans 5 films ayant dépassé les 100 millions de recettes mondiales. Je tenais à préciser une petite info sur Timothée Chalamet, vu que je suis très fan. Pour Interstellar, il a été dit qu'il a chialé en rentrant chez lui auprès de son père, parce qu'en fait il s'attendait à être plus à l'écran et avoir un rôle beaucoup plus important dans le film. C'est dire l'ego. Voilà, c'est dire l'ego du gars. L'ensemble des recettes mondiales des films dans lesquels Timothée Chalamet a joué s'élève à près de 3,2 milliards de dollars, avec une moyenne à 168 millions par film. En France, ce n'est pas Interstellar qui a fait le plus d'entrées, mais bien Dune partie 2, avec 4 203 460 entrées. Et à contrario, le film qui a fait le moins d'entrées en France, hormis ceux qui ne sont pas sortis sur notre territoire, c'est logique, eh bien c'est son tout premier film, Men, Women and Children, de Jason Reitman, avec un tout petit peu plus de 30 000 entrées. Alors, est-ce que je peux faire un commentaire ? Oui. Timothée Chalamet, c'est pas forcément le mec, quand tu vois sa gueule, tu te dis science-fiction. Pourtant ses 2 plus gros succès, c'est de la science-fiction. Bah, même Dune, en fait, je dis Dune partie 2, mais Dune partie 1 aussi, tu vois. Enfin, certes, c'est... Parce que, oui, bah dans ces gros autres succès, il n'y a pas tellement de films autres que de la science-fiction. Don't Look Up, c'est quoi ? C'est Netflix, donc c'est un peu compliqué. Ouais, il n'y a pas trop de chiffres. Du coup, oui, Don't Look Up, là-dedans, il n'y a pas de... Mais j'y pensais. Il n'y a pas de chiffres Netflix, il n'y a pas de... Box-office. Box-office, voilà, techniquement. Donc 4 des films avec Timothée Chalamet ont dépassé le 1 million d'entrées en France, et même les 2 millions, parce que parmi eux, 2 films ayant dépassé les 3 millions d'entrées, et donc Dune partie 2 ayant dépassé les 4 millions d'entrées. Et oui, parce que quand Timothée Chalamet tape 1 million, il tape pas 1 million, mais 2 millions minimum. Et au total, les films avec Chalamet, c'est près de 16,8 millions d'entrées en France, avec une moyenne à quasiment 1,3 million par film. Au niveau des récompenses, Chalamet, c'est 205 nominations dans des cérémonies de récompenses pour 53 victoires, dont pas vraiment de victoire dans de grosses cérémonies, mais quand même 2 nominations aux Oscars, dont l'une pour Un Parfait Inconnu, et 4 nominations aux Golden Globes. Mais aucune victoire à ce niveau-là pour l'instant. Peut-être qu'il va remporter l'Oscar du meilleur acteur pour Un Parfait Inconnu. C'était quoi son autre nomission aux Oscars ? C'est pour Call Me By Your Name. Ah ouais. Moi j'avais cru voir qu'avec James Dean, Timothée Chalamet c'était l'un des acteurs les plus jeunes à avoir été nommé 2 fois ça, j'ai pour pas des l'info. Oscars. Il y avait une info comme ça par rapport à James Dean. Petit fun fact. Voilà. 3, c'est le nombre de collaborations entre Timothée Chalamet et Saoirse Ronan, car on a eu ces 2 interprètes dans 3 films, chronologiquement Lady Bird, Les Filles du Dr Match et The French Dispatch. Passons à nos chiffres sur la filmographie de Timothée Chalamet en reprenant Un Parfait Inconnu dans les comptes. Il va pouvoir flex. Donc, au nombre de films vus avec Timothée Chalamet, Julien est celui qui en a vu le moins avec 7. Juste ça va, il a pas fait beaucoup de films. Bah oui, on l'a dit. Juste au-dessus, Owen avec 8. Nul. Bien moi-même avec 9. Et on comprend pourquoi Fred était content quand je lui ai dit qu'on allait faire les chiffres de Chalamet, car il est en tête avec 13. Yes. C'est tout. Bon, ouais, c'est pas tout C'est vu ça encore. le fan là. Non mais je suis fan, j'ai fait un exposé sur lui, c'est tout. Moi je me dis, tu vas voir un film spécifiquement parce qu'il y a ce gars-là. Je me souviens Bones and All parce que Timothée Chalamet. Ouais, non parce que Luca Guadagnino aussi. Ouais, c'est vrai. Mais il y avait un peu de Timothée Chalamet bien sûr. Et Et puis là, Un Parfait Inconnu parce que Timothée Chalamet. Mm. Et Wonka parce que Wonka c'était cool. Ouais.
Wonka, c'était cool, ouais. Et du coup, c'est lesquels qu'il a vu et pas nous. Alors attends, chaque chose en son temps, mon ami. 6 films avec Timothée Chalamet ont été vus par tous. Un parfait inconnu, bien évidemment, car on vient d'en parler, mais également les 2 parties de Dune, Interstellar, The French Dispatch et Wonka. A contrario, 9 films n'ont été vus par aucun d'entre nous, dont le Woody Allen, Un jour de pluie à New York, mais aussi Hostile, la plupart des autres étant sur son début de carrière. Fred est le seul d'entre nous à avoir vu 5 films avec Timothée Chalamet que personne d'autre n'a vu. Bones and All, Lady Bird, Le Roi, paru sur Netflix, My Beautiful Boy et Chaude de nuit d'été. My Beautiful Boy, ça m'a toujours tenté, mais j'ai toujours pas vu. Ouais, il est génial. Mais surtout parce qu'il partage l'écran avec Steve Carell. Et au niveau des films qu'une seule personne d'entre nous n'a pas vu, seul Julien est le seul à ne pas avoir vu Call Me By Your Name. Quoi? Oups. Bon. Oh, Arrête, t'as adoré Non, Owen. c'est bien. Non, c'est bien. Adoré. En fait, il y a des choses que je trouve vraiment merveilleuses et des trucs où je me dis, tout ça pour ça. C'est un film d'été, mec, ça respire l'été, l'Italie, C'est vrai que la campagne italienne. C'est vrai que c'est très Écoute, réconfortant. je regarderai ça au mois de juin. Oh oui. C'est très réconfortant comme film, ça donne envie de partir Après, en ça parle vacances. de romance un peu pédophile, quoi, mais... Bah, il y a ça, quoi. Je connais juste la scène où il pleure près du feu de cheminée. Et la pêche. Ouais. Tu connais oui, ça, de la pêche je pensais que t'allais me citer la pêche, ouais. Non, même pas. Juste quand il pleure près du feu de cheminée, ça passe tout le temps sur Insta. Ouais. Et seul Owen n'a pas vu Les filles du Dr March. Bah ouais, je sais pas pourquoi. Oh, c'est vachement bien. Hein. Ouais, et un Ouais, bon l'adaptation, casting, elle est bonne. C'était sympa. J'en entends souvent parler, mais ouais, je le remarque pas plus que ça. Non. Attends, c'est- je c'est sais comment le très sympa. convaincre. Le père est joué par Bob Odenkirk. Ah ouais? Ouais, je l'ai convaincu. Yes. Ah bah vas-y. Toi, c'est ça. Attends, t'as Saoirse, je sais pas prononcer Saoirse son nom. Ronan. Il y a Timothée Chalamet, il y a Florence Florence Pugh, Pugh, Emma Watson. Emma Watson, et lui, il lui faut le rôle du père pour aller voir le film. Better Call Saul. T'as vu, je sais comment, je le connais. Hein. Bob Odenkirk. Voilà, on en a fini avec Chalamet. Merci. Merci beaucoup. On n'en a pas fini avec Timothée Chalamet. Je me trompe? Bah, je suis encore là, c'est ça, c'est pour ça. Ouais. Ok. T'as ton Joker? Ah oui, mon Joker, oui. Sur Timothée Chalamet aussi, tu penses? Peut-être. Pas vraiment. J'aime Ah. beaucoup Timothée Chalamet, pas à ce point. Dans ce Joker, en fait, je vais aller un peu au plus simple. On a parlé de biopic aujourd'hui, et je me suis demandé, mais qu'est-ce que serait un biopic sur un chanteur français? Un chanteur français, du coup, qui n'a pas eu droit à son biopic. Est-ce que vous connaissez des biopics sur des chanteurs français? Oh, il y en a pas mal. Alors, dites-moi. Aznavour, Gainsbourg, Voilà, Claude François, il y a eu Edith Piaf. Enrico Macias. Ah bon? Non, je déconne. J'aurais trop aimé. Mais d'ailleurs, du coup, est-ce qu'il y a un biopic sur Daniel Balavoine? Ah, Bah, non. Non, et je m'étais dit un jour ça devrait tomber. Bah, est-ce que on n'en parlerait pas On aujourd'hui? fait la production du prochain. Mais oui, Daniel est-ce qu'on Balavoine. réfléchirait pas à un biopic Biopic sur Daniel Balavoine? Je t'aime. Eh non, mais il y a le biopic sur Johnny aussi qui va sortir en fait, on en pense. Oui, mais du coup, comme il va sortir, bon, c'est très bien quoi ça va ressembler. En plus, il y en a 2 des biopics sur Johnny qui vont sortir. Tu en as un avec Raphaël Quenard et un autre qui a peut-être été encore. Qui a été abandonné, je crois, Puis finalement. le meilleur biopic que tu puisses faire sur Johnny Hallyday, ça existe déjà, ça c'est s'appelle Jean-Philippe. Jean-Philippe. Bah ouais. Mais oui, Voilà. oui. On en a déjà parlé. Avec Johnny incarné par lui-même. Mais du coup, Balavoine. Balavoine, toi qui connais un peu Balavoine. C'est vrai que moi, Balavoine, j'adore, j'ai beaucoup écouté. Je connais surtout sa fin tragique. Est-ce que, par exemple, dans ce biopic, parce que du coup, on a un peu parlé du biopic tout à l'heure avec Un parfait inconnu, est-ce que ce serait le genre de biopic page Wikipédia? Non, je pense qu'on est un peu plus intelligent que ça. Ouais. Est-ce que ça montrerait la mort de Dan Balavoine? Non. Est-ce que ça parlerait de quoi? Alors, Faudrait se circonscrire, mais je connais pas assez bien la carrière de Balavoine En fait- pour savoir quoi circonscrire dedans. Le truc, c'est que faut pas enlever le côté politique du personnage. Et alors, pour avoir voir en film fiche Wikipédia, t'es dans le cinéma français, ça va être compliqué de faire autrement. et je parlais avec un ami aussi du jour où Renaud va mourir. Il y aura forcément un biopic sur Renaud. Mais en fait, sur toute cette sphère-là de musiciens, en fait, tu sais, les années 80, musiciens de gauche, ils se connaissaient tous. Genre Renaud, Balavoine, Michel Berger, Jean-Jacques Goldman, Coluche. Cette petite sphère-là, ils se connaissaient entre eux très bien. Et il y avait cette émulation, justement, ils ont tous été très nombreux à soutenir Mitterrand pendant les élections de 81. Et Balavoine est celui qui a le plus verbalisé son désemparement quand il s'est rendu compte que Mitterrand, c'était pas très bien. Non, t'es en train de me dire que là, il va y avoir plein de biopics sur ces gens-là et qu'on va faire une sorte de universe Ouais. de plein de biopics. Sinon, on l'a fait à la Sam Mendes, hein. Ouais. On découpe. Mais c'est tout Comme ça, sur le chaque film membre. Beatles. Mais tout ça pour dire que je pense que si on doit faire un biopic sur Balavoine, il faut parler de la désillusion. Parce que c'est un mec, il y a cette séquence qui est folle dingue où. Avec Mitterrand sur le plateau télé. Alors il y a Voilà, c'est celle-là ça. d'abord, mais il y a aussi cette séquence où en fait il y a une guerre qui implique des troupes françaises et il y a le frère de Balavoine sur place. Et il y a eu une attaque qui a été faite sur un camp et Balavoine ne sait pas si son frère est en vie. Et il est en live à la télévision. Et je vous invite à regarder l'extrait parce qu'en fait Balavoine est extrêmement en colère, tu vois, parce qu'il accuse Mitterrand d'avoir envoyé son frère à la mort. Donc voilà, c'est tout ce côté rebelle, jeunesse rebelle, hein.
très... Désillusion, elle s'est ressentie un peu dans ses albums d'après, du coup. Est-ce que tu sens qu'il y avait quand même quelque chose de très dépressif un peu Dans ses débuts, il n'a pas rencontré trop de succès. Bon, t'as Le Chanteur qui est un gros hit. Mais par exemple, comment il s'appelle cet autre album de Daniel Balavoine? C'est un album concept. Hein. Sachez que Balavoine a fait des albums concept dans lesquels il raconte l'histoire de deux frères qui vivent sur une allégorie du mur de Berlin. De Berlin divisé en deux. Et c'est un super album en plus, mais j'ai oublié son nom, c'est le nom des deux frères. Les aventures de Simon et Gunther. Voilà, Les aventures de Simon et Gunther, c'est un album concept fait par Balavoine, avant Le Chanteur, qui était un gigaflop, genre je crois 2000 ventes. Mais après, il y a Le Chanteur, Un autre monde. En fait, c'est à partir des années 80 où il commence à faire des textes, Je ne suis pas un héros, Mon fils, ma bataille, et surtout... La Ziza, c'est son dernier album en 85. La Ziza, dis-toi qu'il a eu le temps de le jouer qu'une seule fois sur scène. Sérieux? Oui, une semaine avant de mourir, et il avait le seum parce qu'il était désynchronisé par rapport au playback. Et il s'est insulté de toutes les grosses merdes parce que c'était un gros perfectionniste. Et voilà. Mais il y a son texte là, comment il s'appelle déjà? La vie ne m'apprend rien. C'est ma musique préférée. C'est ma préférée de lui aussi. Bref. Du coup, si on restait sur un biopic, ça ferait qu'on commencerait par ses débuts qui étaient des flops. Ouais. Et que d'un coup, on arriverait dans cette période très rebelle. Mais on terminerait donc pas par sa mort. Ce serait un peu trop cliché, quoi. Parce qu'on ferait vraiment... Tu commences par la mort et tu fais un truc rétrospectif en arrière. Mais tu vois, son dernier album, Sauver l'amour, il est sorti en quelle année, Sauver l'amour? C'était en 85, mais il est mort vraiment tout début. Il est mort en janvier 86, tu vois. Donc il a vraiment pas eu le temps de promouvoir cet album-là. Et ça a toujours été un peu comme l'album infini de Balavoine. C'est celui où t'as Aimer plus fort que d'être aimé, tous les cris, les SOS, la Ziza. Donc vraiment, il est parti avec cette image-là de contestataire pour l'amour. Et il avait fini par dire qu'il ne ferait plus de musique et qu'il se lancerait en politique. C'est vrai que je pense que s'il n'était pas mort, il aurait fait de la politique. Mais il se voyait pas faire de la musique toute sa vie. Ce qui serait fou, ce serait de faire un biopic sur Daniel Balavoine, mais de jamais voir Daniel Balavoine, tu vois. Je viens de penser à un truc, mais il était dans Starmania, non? Si je dis pas de conneries. Bien sûr. Bah oui. Donc il y a ça à intégrer aussi. Michel Berger, hein. Voilà, tu t'intègres Michel Berger. Mais donc un acteur, et je ne vois pas. Un acteur, oui. Je ne vois pas. Effectivement, c'est un acteur important. pour jouer Balavoine. Quelqu'un de très triste, très tragique, très... Qui puisse chanter. Qui a aussi ce côté très rebelle, très... Timothée Chalamet aussi, hein. Non, arrête, Timothée Chalamet, et on dirait, vas-y, c'est un peu... Non, je le verrais pas... Non, mais l'acteur qui est en vogue un peu, ce serait Anthony Bajon. J'ai pensé aussi. Je sais pas pourquoi, montre-moi la gueule de Daniel Balavoine. Après, si on joue sur le physique, c'est toujours compliqué, hein. En fait, Balavoine, il y a la période, là, on est en 85, avec les cheveux bien rangés, mais genre, quand tu le regardes en 1980, c'est les cheveux longs, la grosse mèche... Non, je sais pas, Anthony Bajon, parce qu'il a un rôle où il a ce côté très rebelle, très sanguin. J'ai pas vu le dernier film, là, le dossier de Maldovor, là. Après, il peut se révéler, hein. Ouais, c'est ça pourrait être son biopic à lui. Mais c'est vrai que pour le coup, un acteur pour incarner Daniel Balavoine, il n'y a rien qui me vient. Il n'y a jamais eu de projet qui a été mis en place sur un biopic de Balavoine. En vrai, c'est étonnant qu'on n'en ait jamais eu. C'est étonnant. D'une part, c'est étonnant. Et d'autre part, je me demande si peut-être les gens sont trop frileux du côté politique du personnage, potentiellement. C'est vrai que si on faisait un biopic sur lui, on en viendra à parler plus de ses idéaux politiques. Est-ce que ce ce serait serait peut-être pas ça le truc original? C'est plutôt que de faire un biopic musical lisse, ce serait de dévier en fait sur quelque chose qui n'est absolument pas musical. Ouais, et que potentiellement la musique soit juste une toile de fond finalement. Exactement. C'est vrai que ça pourrait être hyper intéressant. Mais alors là, un acteur, c'est vrai que... Parce qu'en plus, du coup, faut intégrer des acteurs pour jouer tout ce qui est Michel Berger, Jean-Jacques Goldman, Renaud, tout ça, tu vois. Ça, Coluche. Je sais pas pourquoi Coluche j'ai pensé, mais c'est parce que je pense en termes de physique, tu vois, il était un peu rond. J'ai pensé à Karim Leclou. Mais en vrai, ouais. Karim Leclou. Mais c'est vrai que Balavoine, il y a quelque chose un peu de diamant brut, chérir des années 80 et peut-être t'as pas y touché. Ouais, c'est ça, tu vois. Peut-être qu'un jour ça arrivera. Peut-être. Tu vois, c'est Goldman, tu vois, ça fait partie d'une période très... Mais au contraire, je pense que Goldman, il y aura un biopic. Il y aura forcément un biopic. Rien à dire sur Goldman. Ce sera un biopic ultra lisse, ultra média musical. Certes, mais c'est ça va être l'effet veut d'écouter ses textes au cinéma. Oui, voilà, mais exactement, ce sera ça. Alors vous voulez alors c'est pas un musicien, mais je pense qu'un jour on aura un biopic sur lui, Michel Drucker, et on tournera ce film avec Michel Drucker. Non, on tournera encore envie, ce qui nous enterrera tous. Voilà, c'est ça. On tournera ce film comme le biopic de cet homme qui a vu tous ses amis mourir. Et il a annoncé la mort de Claude François en direct, et il a fait... Tu aurais pu vivre plus longtemps, Johnny. Peut-être un jour nous retrouverons. Salut mon pote. Attends, t'as dit Claude François et là t'as dit Johnny. Oui, il a annoncé la mort de Claude François et il a aussi annoncé la mort de Johnny. Ah oui, d'accord, des deux. Putain, c'est vrai qu'il a vu tout le monde, quoi. Il a vu tous ses potes crever. Et ça pourrait faire un beau drame. Ce serait genre Drucker l'immortel.
En fait, c'est la fin du monde. Si tu fais un film sur Drucker, mais alors le casting 5 étoiles que tu fais, parce qu'avec tous les guest stars que tu fais apparaître. Bah ouais, carrément. Tu fais une saga en fait de films. Ouais. La saga Michel Drucker. En fait, à chaque fois, c'est Michel Drucker et il voit une star et t'as toute la vie de la star, mais avec Michel Drucker. Tu fais une série télévisée, Drucker et compagnie. Voilà. Oh la Un vache. épisode, un invité. Après, voilà, moi je voulais parler d'autres auteurs. J'ai pensé à Daniel Balavoine parce que toi tu connais bien, donc j'avais besoin de Il y tes. a Renault. Moi, je pense que quand t'as posé la question du Joker, ce qui m'est venu en premier à l'esprit, c'était Renault, moi aussi. Bah, je pense à français, mais moi en ce moment je suis dans ma période Elliott Smith. C'est un personnage très tragique qui s'est suicidé très jeune, qui s'est tiré une balle dans le cœur. Et ça, tu vois, je me suis demandé un peu un biopic, mais bon, comme tu connais pas très bien le mec. On n'a jamais eu de biopic sur Kurt Cobain. Non. Si, Enfin, Gus Van Sant qui. Oui, mais est-ce que c'est pas vraiment un biopic? C'est ça, un en fait, film c'est librement il a inspiré, fait un film qui s'appelle Last Days et qui s'inspire effectivement des derniers jours de Kurt Cobain, mais dans le film, il n'est pas dit que c'est Kurt Cobain, mais le mec ressemble exactement à Kurt Cobain, la baraque ressemble exactement à la baraque de Kurt Cobain. Mais Puis après, c'est du Gus Van Sant, c'est déjà très expérimental Voilà. de base. Après, tu as eu beaucoup de documentaires qui sont sortis récemment Ouais. sur. T'avais Montage of the Heck, le plus récent. Enfin, je dis plus récent, mais je crois que ça va bientôt faire 10 piges qu'il est sorti ce film. Ah. Mais moi, je tombe amoureux de Kurt Cobain parce que j'ai regardé un documentaire sur lui, tu vois. Ah ouais. Ouais, c'est grâce à un docu que j'avais trouvé sur Netflix, je crois, et j'avais tellement adoré. C'est que pas j'avais Montage of the commencé- Bah, je sais que dedans il y a beaucoup de moments animés. c'est Montage of the Heck. Ouais. J'ai adoré donc ce. Ouais, c'est Bah, terrible. c'est le mec qui a fait ça, c'est le mec qui a fait Moon Age Dream d'ailleurs. Ah. Le documentaire sur Ah Bowie. d'accord, bah tu vois. Mais c'est terrifiant parce qu'en vrai, je pense à tous ces artistes-là, je me dis, putain, il y a encore trop de biopics qui vont faire. Parce que les Beatles, bon, bah, du coup, c'est en projet. Après, Mais- tout dépend comment est le biopic. Parce que si Ouais. le biopic est très lisse et très succession de tableaux, voilà, c'est pas intéressant. Mais quand tu vois, par exemple, ce qu'a pu faire un Better Man. Ouais, mais après les Beatles, je fais confiance à Sam Mendes perso, donc. Il y a Non, mais tellement de manières de le faire. Tu parlais du biopic sur Johnny là, donc la comédie c'est hyper marrant. Better Man, bah du coup Last Day c'est expérimental. Donc tu vois, il y a tellement de manières de le faire que je pense qu'on a encore des choses qu'on n'a pas trouvées. Puis aussi des biopics qui vont trop loin, quoi. Pharrell Williams, non. Ouais, celui en Qui- Lego. le là film en Lego, tu vois. Bon, Ouais. je l'ai pas mais vu. là, c'est une ça- autobiographie. C'est Pharrell Williams qui se dit, ah, je suis tellement un artiste. Et en fait, bah, c'est une grosse merde. Donc voilà, non, je pense qu'il y a plein de manières d'en faire, donc on va pas s'ennuyer avec, quoi. Alors, je veux pas dire une connerie, mais je crois que Pharrell Williams fait pareil un biopic, mais en prise de vue réelle. Et je crois que c'est Michel Gondry qui est attaché, si je dis pas de conneries. Ah ouais. Il reforce là. Ah, il me semble, hein. Attends, faut que je vérifie l'info, mais il me semble que j'avais lu un truc dans ce sens-là, mais. Et je me suis dit, jamais putain, vu. Michel Gondry, quoi. L'ego de ce mec, Pharrell Williams. Hein. Lego. On parlait des acteurs et tout, mais on mettrait qui en réel aussi pour faire ce biopic sur Balavoine, sur une toute Balavoine. autre. Par exemple, tu mettrais qui en réel pour que le truc arrive à Dupieux. décoller un peu. Je sais pas pourquoi- Dupieux et il prend plein de balavoines. je sais pas pourquoi Audiard m'est venu, mais en vrai, même pas. Si, c'est ça. Putain, je viens de vérifier, mais pardon. Oui, Michel Gondry. A musical inspired by Pharrell Williams' childhood in Virginia Beach. Bah, j'irai pas voir. Donc, une comédie musicale inspirée par l'enfance de Pharrell Williams, réalisée par Michel Gondry. Bon, bah les couilles. Est-ce que vous avez des réalisateurs qui ont fait des films très portés sur la politique, sur le social, c'est très engagé? Non, j'ai un trou de mémoire. Parce qu'il y en a plein qui ont fait des films toujours très sociaux, très engagés et qui pourraient s'attaquer à un truc sur Balavoine. Ah, Barré Non, celui qui non, a fait. Brisé Non, mais oui. c'est social, mais c'est très social, Ouais. c'est pas non plus. Non, mais genre. Claire Denis. Je sais pas, là, un cinéma un peu social, non Emmanuel Ah, mais Carrère. c'est tellement. Ouais, oui. Ouais, lui, il écrit beaucoup, mais il a aussi réalisé. Ouais, après, Claire Denis, c'est très. C'est marrant de faire un biopic sur un chanteur et de prendre une réalisatrice qui filme beaucoup sans parole, sans rien. Bah tu vois. ouais. Et en même temps, ça peut être cool. Ouais, c'est vrai. Puis il y a des moments musicaux dans ces films, hein, toujours. Hein. Donc on fait un film sur Balavoine. C'est sa période plus politique. Avec Anthony Bajon. Avec dans le Anthony rôle, Bajon. et c'est Claire Denis qui Et C'est des réalise. trucs très très lents, très. Et t'as une musique dans le film. Pourquoi Juste pas une. Pourquoi pas Med Idir et Grand Corps Malade. Ouais, mais ils ont tellement foiré Aznavour que. Je dois pas être d'accord avec j'estime Jérémy, là. pas. Ah, pardon. J'estime que non. Mais après, je suis peut-être biaisé. Après, ils parce peuvent que- apprendre de leurs erreurs et faire un biopic qui est pas une fiche Wikipédia. Après, tu vois. c'est pas une catastrophe non plus. C'est pas une catastrophe, mais c'est vrai En sur fait- le côté. Tu vois, le côté très. On parle de toute sa vie. Tu vois, on revient à ce côté. Nous, Balavoine, on veut pas faire un film sur toute sa vie, justement. Donc, on va pas prendre ses réals. Mais ils peuvent se repentir. Après, moi, j'aurais une dernière question. Qui pour incarner François Mitterrand? Ah, François Clouzet. Ah oui. Oui, ouais, c'était déjà pensé depuis le début. Quelle musique de Balavoine pour clore le film? La vie ne m'apprend rien. Parce que finir sur Balavoine qui se crache en hélicoptère sur La vie ne m'apprend rien. Ouais, mais c'est trop dans le pathos, là, mec. Ouais. ah, totalement, mais bon. Bah, sinon, c'est tous les cris des SOS, puisque c'est la chanson qui parle le plus aux gens, tu vois. Ouais, Ou l'Aziza, parce qu'il était amoureux. Elle était algérienne ou elle était marocaine? Et bah, qui se crache en Afrique sur une dune, quoi. Ah ouais, oui. Avec des. D'ailleurs- Des
des fondus et Claire Denis qui filme le truc. Non mais en fait il me lance sur Claire Denis, du coup c'est... Enfin, c'est ça le Parti Socialiste. J'ai une dernière anecdote juste sur Balavoine, sur la mort de Balavoine, parce qu'elle est incroyable. Je crois que c'était Patrick Poivre d'Arvor. Je crois, mais je me trompe peut-être, qui devait monter dans l'hélicoptère. Et en fait, Balavoine il était « Ah, j'ai jamais monté sur un hélicoptère !» Patrick Poivre d'Arvor il fait « Bah vas-y, monte à ma place tu veux, je rentre en voiture. » Je crois que j'en avais déjà entendu parler, mais je suis pas sûr que ce soit Patrick Poivre d'Arvor, j'ai un doute. Je suis plus sûr non plus, mais en tout cas voilà, il y a ce journaliste-là qui a donné sa place à Balavoine, mais qui s'est arraché les cheveux après quand il a entendu cette histoire. Bah non, il a survécu surtout, mec. Mais le mec s'est dit, mais bon Dieu, j'ai failli crever. J'aurais dû être à sa place. J'ai envoyé Balavoine crever. Tu sais, c'est un peu comme quand Toré, il a la vie sauve parce qu'il s'est réveillé trop tard un matin. Hein. Qui Jean-Baptiste Toré. Charlie Hebdo, il devait être à la réunion du comité, mais il arrive en retard le matin. Oui. Il est arrivé 15 minutes après la tuerie. Donc, des fois, t'as des moments dans la vie. C'est comme Michael Jackson qui devait aller sur les tours jumelles le 11 septembre. C'est vrai. Il s'est pas levé. Ah, les what if qu'on pourrait faire. What if Balavoine, en fait, la fin du film, l'hélicoptère ne se crache pas. Ouais. Et en fait, Uchronie. Et là... Balavoine président, putain. Balavoine président, et puis qu'est-ce qu'on serait aujourd'hui? Le personnage dans le film regarde les spectateurs dans la salle comme Memories of Murder à la fin, et il regarde en mode... Alors Maintenant. Bayrou, qu'est-ce que tu dis de ça? Et il parle directement aux hommes politiques, au présent, toute la merde qu'ils font. Non, je pense qu'on a un film là. Je pense qu'on a un très bon film. On a un film. On a toujours pas notre acteur ni notre réalisateur. Non, ça Le sera titre, Bajon, on ça l'appelle sera comment Bajon. On l'appelle comment le film? Tous les cris des... Ma bataille. Ouais. Parce que tu veux faire un film politique avec Balavoine, ma bataille. Voilà. Ouais. Ou sauver l'amour. Ouais. Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour? Eh ben, je crois qu'on va le faire, des clarinettes et des partitions, hein, parce que là... Enfin voilà, bon bah c'était chouette comme Joker. Bah oui. On s'est bien amusé. Mhm. Bah ouais. Et maintenant tu vas le refiler à... Ah oui, je dois le filer à quelqu'un. À moi. Non, je rigole. Nous, on refait le coup. C'est vrai que là, j'ai aucune idée des ordres, donc je vais vraiment donner au hasard, même si la personne a eu son Joker la semaine dernière. Je vais donner ça à Owen. Ok. Non, je vais donner ça à Jérémy, pardon. Pardon, Owen. Oh, ça fait... C'est pas la première fois que tu lui fais ce chaud-froid-là où tu lui dis attends, je le donne à toi. Je me suis dit, je crois que je le donne tout le temps à Owen, donc je vais le donner à Jérémy. Mais je me suis dit... Ouais, c'est je le marrant. donne souvent, je te le donne souvent. Je me suis dit, c'est marrant, il hésite toujours, il finit par me le donner. Non, ce sera et, là, Jérémy. et là tu me l'as donné, je t'en mode... Non, ce sera Jérémy, pardon. Ouais, bah ça sera moi alors. Bon, Voilà. merci les amis. On va se quitter là-dessus. Je rappelle que vous pouvez nous suivre sur Instagram, X et TikTok, que l'émission est à retrouver sur toutes les plateformes de streaming ainsi que sur YouTube. Et que... Tchuss. Oh, c'était abrupt, mais Merci. salut. Merci. Like a Rolling Stone. Stone. L'émission est terminée. Je rappelle que vous pouvez nous suivre sur Instagram, Et tweet et X. X et TikTok. Non. L'émission de Stone.